La violence politique rentre rarement par la grande porte, préfère les coulisses. Un pavé arraché à la rue, une invective qui devient coup, une menace griffonnée à la hâte, un visage masqué dans la foule, un autre découvert mais durci comme une serrure. Elle arrive souvent précédée d'un langage qui se détraque, d'une phrase qui perd ses charnières, d'un « e » qui grossit jusqu'à avaler toute nuance. On la regarde alors comme on regarderait une fièvre avec effroi, parfois avec fascination, parfois même avec la tentation absurde d'y voir un remède. Et la question se pose, insistante, comme un diagnostic murmuré au chevet d'un patient. La violence politique est-elle le symbole, le symptôme d'une démocratie malade? Une démocratie en bonne santé n'est pas un jardin sans mauvaises herbes. C'est plutôt une forêt vivante, bruyante, disputée, où les chemins se croisent, où les branches s'entremêlent. Elle tolère l'orage, même les tempêtes, parce qu'elle sait que le vent peut aussi ouvrir la lumière. Mais il existe un seuil fragile, invisible, au-delà duquel le tumulte n'est plus respiration, mais suffocation. Lorsque la parole cesse d'être l'outil du conflit civilisé et devient une arme de disqualification. Lorsque le désaccord n'est plus une joute rude mais loyale et se change en chasse, alors quelque chose se déchire dans le tissu démocratique. La violence dans ce cas n'est pas une opinion plus forte. C'est l'aveu qu'on ne croit plus que les règles du jeu puissent produire une victoire légitime. On peut dire, sans trop trahir la complexité, que la violence politique est souvent un symptôme, non pas le seul, non pas toujours le premier, mais un signal tardif, comme la douleur quand l'inflammation travaille depuis longtemps. Une démocratie malade n'est pas forcément une démocratie morte. Elle vote, débat, publie des lois, aligne des promesses. Mais si la confiance est retirée, si les institutions paraissent lointaines, si la représentation ressemble à une scène où les acteurs parlent une langue que le public ne reconnaît plus, alors l'espace se remplit d'un sentiment corrosif, l'impuissance. Or, l'impuissance est un engrais terrible. Elle fait pousser des certitudes abruptes, des héros de fortune, des récits simples qui ont l'élégance trompeuse des évidences. La violence politique naît rarement d'une seule cause. Elle ressemble plutôt à une confluence, injustice vécue, humiliation, colère légitime, qui ne trouve ni porte-voix ni porte d'entrée. Inégalités qui ne sont pas seulement des chiffres mais des distances. Distances entre centre et périphérie, entre ceux qui parlent en dispositif et ceux qui parlent en fin de mois. Identité blessée, appartenance qui se sentent moquées. Et l'accélération, surtout l'époque, qui court plus vite que les personnes, parfois plus vite que l'État. Dans ce tourbillon, certains finissent par confondre vitesse et précipice. Mais une démocratie n'est pas seulement malade quand il y a violence. Elle l'est quand la violence devient pensable, dissible, presque banale. Quand on s'habitue à l'idée qu'un élu mérite une gifle, qu'un journaliste mérite une intimidation, qu'un adversaire mérite d'être réduit au silence, et que le silence se confond avec la paix. La normalisation est la véritable contagion. Un jour on s'indigne, le lendemain on soupire, le surlendemain on discute tactique plutôt que de blessure. Et la fièvre devient chronique. Pourtant, il serait trop simple et trop confortable d'en faire un diagnostic à sens unique. Car la violence politique n'est pas toujours le symptôme d'une démocratie malade. Elle peut être celui d'une démocratie contestée dans sa promesse même. Elle surgit quand des groupes jugent que le système ne les voit plus ou ne les voit qu'en problème à gérer. Elle surgit quand les canaux de contestation semblent obstrués, manifestations ignorées, débats tronqués, réformes essentielles comme des décrets tombés du ciel. À cet endroit, la violence se présente comme un raccourci tragique. Il ne met pas plus vite à la justice, mais plus vite à la fracture. Il faut aussi reconnaître une vérité moins agréable. La violence politique n'est pas uniquement la voie des dominés. Elle est souvent l'option, l'outil des dominants, ou de ceux qui rêvent de le devenir. Il existe des violences spectaculaires, attentats, coups de force, et des violences feutrées, intimidation, harcèlement, désinformation. Une démocratie peut être rongée par ces termites-là, sans même s'en apercevoir parce qu'ils ne font pas de bruit. Ici, la violence n'est pas réaction, elle est stratégie.
Elle vise à faire peur, à faire taire, à rétrécir le débat jusqu'à ce qu'il tienne dans un slogan. Elle n'est pas la fièvre, elle est le virus. Alors, que révèle vraiment la violence politique? D'abord, un trouble du lien. La démocratie est une architecture fragile. Elle tient moins que le béton des institutions par la croyance partagée qu'elles valent la peine d'être respectées même quand elles déçoivent. Quand cette croyance se fissure, chacun recherche des garanties ailleurs, dans la tribu, dans l'homme providentiel, dans la pureté d'un camp. La démocratie, elle, demande un effort plus ingrat. Accepter d'être minoritaire sans se sentir anéanti. Accepter de perdre sans conclure que tout est truqué. Accepter que l'autre camp ne soit pas une armée d'ennemis, mais un ensemble de compatriotes lucides sur certains points, aveugles sur d'autres. Ce n'est pas romantique, c'est du civisme au quotidien. L'équivalent politique du brossage de dents, personne n'en parle, mais tout s'écroule si on s'arrête. Elle révèle aussi un trouble du langage. Une démocratie saine, c'est disputer sans déshumaniser. Elle sait dire tu as tort sans dire tu es un monstre. Elle sait reconnaître des conflits d'intérêts, des erreurs, des préjudices, tout en maintenant une grammaire commune. Quand cette grammaire se perd, les mots deviennent alors des projectiles. Et quand les mots sont des projectiles, certains finissent par croire que les projectiles véritables ne sont qu'une suite logique. La violence commence souvent comme une métaphore, puis se lasse de l'être. Mais si la violence est symptôme, elle est aussi appel. Appel à réparer, à recoudre, à rouvrir les voies. Réparer n'est pas seulement punir. Punir est nécessaire quand il y a agression, menace ou meurtre. La loi est une colonne vertébrale. Et une démocratie qui renonce à faire respecter ses règles devient un animal sans os. Mais réparer, c'est aussi rendre des décisions lisibles, revaloriser les médiations, reconnaître les humiliations sociales, limiter les zones d'abandon, remettre du sens là où la mécanique a pris toute sa place. Au fond, la question n'est peut-être pas la démocratie est-elle malade, mais de quelle maladie parle-t-on? Il y a des maladies de croissance, quand une société change plus vite que ses institutions. Des maladies auto-immunes, quand la démocratie se retourne contre ses propres principes au nom de la sécurité ou de l'efficacité. Des maladies infectieuses, quand le cynisme et la haine circulent comme une brume tenace. Des maladies de carence, quand le débat public manque de faits, d'éducation civique, de patience. Et la violence politique peut accompagner chacune d'elles. Symptômes polymorphes, parfois trompeurs, parfois criants. Alors oui, la violence politique est souvent le signe d'une démocratie souffrante. Mais elle est aussi paradoxalement l'épreuve qui révèle si une démocratie possède encore ses anticorps, la capacité à protéger, à inclure, à délibérer, à corriger, à punir sans se venger, à se défendre sans se trahir. Une démocratie n'est pas un état paisible, c'est un équilibre dynamique, une danse difficile entre liberté et ordre, entre conflit et règles, entre passion et raison. Quand la danse se brise, les coups remplacent les pas. Reste une lueur obstinée. La démocratie, quand elle se soigne, ne guérit pas en supprimant les conflits, mais en lui rendant sa dignité. Elle ne promet pas l'harmonie, elle promet le désaccord vivable. Elle n'exige pas qu'on s'aime, elle exige qu'on se reconnaisse cohabitant d'un même monde. Et c'est cela peut-être la vraie santé démocratique, non pas l'absence de violence, mais la force collective de la tenir à distance comme on tient une bête dangereuse, hors de la maison, en verrouillant les portes, en réparant les fissures, en se rappelant chaque jour pourquoi l'on a choisi de vivre ensemble.